Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. À quelques mois de la présidentielle ivoirienne, la classe politique est en pleine effervescence pour les préparatifs de cette joute électorale que le monde entier attend de pied ferme depuis la fin de la crise post-électorale en avril 2011. S'il est vrai que l'ogre RHDP au pouvoir est le favori désigné pour le podium, il n'en demeure pas moins cependant que les challengers comptent bien ne pas se laisser compter. Membre fondateur du RHDP, disciple inconditionnel de l'appel de Daoukro, artisan de la victoire de M. Alassane Ouattara en 2010, puisqu'il a été son directeur national de campagne, notre invité est l'une des personnalités politiques les plus influentes de Côte d'Ivoire. Ex-premier ministre, il est aujourd'hui ministre d'État auprès du président de la République, chargé des questions politiques. Sous cette nouvelle casquette, il a à charge l'épineux dossier du dialogue gouvernement-opposition. Une mission jugée impossible que ce juriste de formation est bien décidé à remplir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Jeannot Kouadio Ahoussou ou Jeannot Ahoussou Kouadio, selon que cela nous est facile de prononcer. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk sur Vox Africa. Bonsoir. Ce soir, vous répondrez à des questions d'actualité et avec moi, pour mener le débat, le rédacteur en chef du quotidien Le Nouveau Réveil, Monsieur Akwaba Sinclair. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais rappeler évidemment à toutes fins utiles pour nos téléspectateurs que le journal quotidien Nouveau Réveil est un journal proche du PDCI RDA. À côté de vous, M. Assalé Tiemoko, le directeur général de l'hebdomadaire bi-hebdomadaire Éléphant déchaîné, journal indépendant satirique qui tire à boulet rouge évidemment sur la politique ivoirienne. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. On parlera aujourd'hui de questions qui concernent forcément votre nouveau rôle au sein du gouvernement de Alassane Ouattara. On parlera du bilan de la gouvernance forcément de M. Ouattara, de la politique sociale, sans oublier forcément cet appel qui sonne aujourd'hui comme un ouragan dans la politique ivoirienne, notamment l'appel de Daoukro. Monsieur le Premier ministre, alors il y a une bonne nouvelle, puisque vous êtes chargé des affaires politiques. Et le 11 avril dernier, ils ont convolé en juste noces. Vous devez savoir de qui il s'agit. PNRD, elle a été ministre dans le gouvernement. Elle a été ministre de la communication. Précisez un peu plus. Elle a été ministre de la communication en Côte d'Ivoire. Elle est aujourd'hui présidente d'un parti politique. Son nouvel époux était à la table des discussions gouvernement-opposition. Il est du FPI. Je crois que c'est un secret de polichinelle, puisque la presse l'a annoncé même par anticipation. Alors on a une belle photo pour vous quand même, si on va vous la montrer. La bonne nouvelle du jour. Bon, il faut applaudir. Il faut applaudir pour Alcy Djedje du FPI. Et Mme Danielle Boni-Clavry ont convolé en de justes noces. Et il paraîtrait justement, selon les informations de la presse, que cette discussion que vous avez organisée entre l'opposition et le gouvernement, que les deux tourtereaux se sont rencontrés et aimés. Et vous êtes peut-être celui qui aura été l'artisan de ce nouveau couple politique. On me donne tellement de pouvoir. Voilà. Allez, la première question consiste, Monsieur le Premier ministre, à parler maintenant de votre nouveau rôle. Ministre d'État auprès du président de la République. On n'a pas compris comment le Premier ministre qui quitte le gouvernement aurait dû faire valoir ses capacités à autre chose. Et vous revenez dans le gouvernement en tant que ministre d'État auprès du président de la République. On n'avait peut-être jamais entendu, le terme. Alors, ça veut dire quoi un ministre d'État auprès du président de la République déjà? Merci beaucoup, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Vox Africa. Je voulais remercier Mme Rolande Kamoy d'avoir accepté de m'inviter à ce plateau. De prime abord, je voudrais dire que moi, mon idéal, c'est de servir
servir mon pays, servir partout où on m'appelle. Je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas de principe figé quand il s'agit de servir. On peut avoir été Premier ministre et aller servir à un autre niveau. J'ai été Premier ministre, je suis président du conseil régional, la région du Bélier. Et ce n'est pas la première fois dans le monde où un Premier ministre revient pour être ministre dans un gouvernement. Le cas Juppé et aujourd'hui Laurent Fabius en France. Certains de vos détracteurs disent que vous êtes un ministre d'État sans portefeuille précis. Est-ce que c'est parce que vous êtes un peu l'homme à tout faire du président de la République? Mais dire que je suis sans portefeuille précis, quand vous êtes ministre d'État auprès du président, je dirais que vous avez un portefeuille très large. Parce que le président m'a envoyé souvent en mission. Je suis allé en Tanzanie, rencontrer le président de la République tanzanienne. Il m'envoie sur des missions ponctuelles. Et peut-être le contenu n'est pas défini dans un décret. Je ne suis pas enfermé. Mais c'est le président qui m'utilise comme bon lui semble. Je suis à sa disposition. Pour des missions en dehors du dialogue politique, il y a d'autres missions que je mène. Mais je crois qu'il faut être utile à son pays. C'est là l'essentiel. D'accord. On va aller avec M. Assaleti Mboko, évidemment, une question sur, sur le même sujet. Je voulais demander à M. le Premier ministre, dans un contexte où la tendance est de réduire les charges de l'État, est-ce qu'un poste de ministre d'État auprès du président de la République n'est pas une charge de trop pour les caisses de l'État, surtout que le commun des Ivoiriens ne voit pas réellement le rôle que ce ministre d'État auprès du président joue comme action réelle? Vous avez mandat pour parler au nom du commun des Ivoiriens, M. Assaleti Mboko? À partir de quoi, à partir de quel sondage vous dites que le commun des Ivoiriens, vous n'avez aucun mandat pour parler en leur nom? Parler en votre nom, ce sera plus précis. Mais dites, vous parlez des charges de l'État. Quoi que le dialogue politique que nous avions conduit, qui a entraîné un apaisement général, cela a-t-il un prix? Je pense que nous sommes appelés à fédérer les opinions vers les valeurs qui réunissent, qui peuvent réunir les Ivoiriens. C'est ce que nous faisons à travers le dialogue politique. Les camps étaient tranchés, les gens ne se parlaient pas. Nous avons entamé ce dialogue, ça a facilité le retour de tous les exilés. Je me rappelle à Bassam, les premiers qui arrivaient, les Mel Théodore, les Lagou, Henriette, étaient toutes hésitantes. Mais ça a entraîné le processus de retour des milliers d'Ivoiriens qui se sont réfugiés dans les pays voisins. Alors quand vous dites que vous ne voyez pas le résultat, voici un résultat concret. Monsieur le Premier ministre, dans cette affaire, il semble que vous avez eu deux rôles un peu contradictoires. Vous étiez Premier ministre, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et c'est sous votre administration que l'État a pris un certain nombre de mesures radicales, entraînant le gel des avoirs de certaines personnes qu'on a appelées les probabos, entraînant des mandats d'arrêt. Aujourd'hui, vous êtes celui qui est venu réconcilier, redresser les torts. Monsieur Akwaba Sinclair, il ne faut pas confondre les institutions et les individus. L'institution judiciaire demeure toujours et survit à tous les individus. J'ai été nommé ministre pour animer l'institution judiciaire. J'ai joué mon rôle. J'ai terminé mon rôle lorsque je n'étais plus ministre de la Justice. Le rôle du ministre de la Justice, c'est de faire appliquer la loi, d'accompagner la bonne et saine application des lois. C'est ce rôle que j'ai eu à jouer. J'ai fini avec cette mission. On m'a confié une mission de réconciliation, de rapprochement, d'irrénisme, c'est-à-dire créer les conditions pour que les gens se retrouvent. C'est ce rôle que je joue aujourd'hui. Et n'oubliez pas que je suis avocat. Je peux plaider une cause le matin et l'après-midi, soutenir une autre thèse. Mais c'est ça. La vie est faite de contradictions. L'homme est en permanence en contradiction, chaque jour.
Les contradictions gouvernent tout ce que nous faisons. Monsieur le ministre d'État, vous semblez être à l'aise dans ce jeu de double rôle en même temps, mais il n'en demeure pas moins que s'il y a une question qui piétine, c'est la question du dialogue gouvernement-opposition. Alors à ce niveau, où on en est et quels sont les résultats obtenus aujourd'hui? La question piétine où? Sur quel sujet? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à avoir des accords cadres. Des accords cadres. Nous avions au mois de mai, après avoir rencontré le FPI, signé un communiqué final où nous avons pris des engagements. Et un des engagements du FPI, c'était de lever le mot d'ordre du boycott du recensement général. Ce que le FPI n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Alors que tous les engagements pris par le gouvernement ont été exécutés, notamment dégel des comptes et retour massif des exilés, accompagnement des uns et des autres, réintégration de ceux qui sont fonctionnaires à leur poste. Nous avions rempli nos engagements. Quand vous dites que vous ne voyez pas de résultats concrets, posez la question aux bénéficiaires. Je crois que lors de mon passage au fauteuil blanc du nouveau réveil, le ministre Alcide Djedje a eu à faire une déclaration pour dire que oui, on a avancé dans le dialogue. Alors, vraiment, bon, écoutons, voyons, venez nous voir, nous allons vous donner des points sur lesquels il y a eu des grandes avancées. N'oubliez pas qu'on était à 1.0 et aujourd'hui, je peux dire qu'on est à 1.90, on est pratiquement prêt pour atteindre les 100%. Des objectifs qu'on s'est fixés de part et d'autre. Une des questions justement qui a divisé le PDCI, c'est notamment l'attitude d'AFI qui semblait assez proche de ces accords-là. Et puis notamment ce gel des... Qui a divisé le FPI, pas le PDC. Qui a divisé le FPI, pardon. Pas le PDC n'est pas divisé. Le FPI. Alors sur la question évidemment des pro-Gbagbo, on va peut-être revenir sur le jugement avec vous. Oui, moi je voulais poser une question là-dessus. Justement, il y a eu comme une sorte d'évolution dans le dialogue politique, puisqu'au départ c'était M. Miaka Ureto qui représentait le FPI pendant que M. Afinguessan était en prison. Jusqu'à ce que M. Afinguessan sorte de prison, il n'y avait pas eu, j'allais dire, de résultats véritable dans ce dialogue politique. Et puis M. Afinguessan est sorti de prison, a récupéré son poste. Le dialogue a continué. Comme vous le dites, vous avez signé un communiqué final à partir duquel le FPI devait lever son mot d'ordre de boycott. Cela n'a jamais été fait. Mais ce dialogue a continué. Et aujourd'hui, le FPI est totalement scindé en deux. Le gouvernement dit qu'il ne reconnaît que la partie Afinguessan. Alors, ce dialogue-là, comment il peut participer à la réconciliation des Ivoiriens quand le FPI lui-même est complètement en lambeaux? Je pense qu'il faut renvoyer la question au FPI. Le gouvernement, nous sommes dans un état de droit. Le FPI est un parti qui a organisé, qui a déposé ses statuts et les membres de son bureau ont été déposés au ministère de l'Intérieur et récépissé a été donné. C'est ce bureau que nous reconnaissons, que le gouvernement reconnaît jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, les querelles internes, ça existe au niveau de tous les partis. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons reçu un courrier de l'aile Abdraman Sangaré qui nous a écrit. Nous avons demandé de nous apporter le récépissé de dépôt des résultats de leurs travaux, de leur congrès ou leur assemblée, de nous apporter le récépissé du ministère de l'Intérieur. Et à partir de ce moment, c'est ce récépissé qui leur confère la légalité. Mais tant qu'il n'y a pas ce récépissé, c'est le statu quo qui demeure. Alors, vous me parlez de dialogue. Moi, je continue à dialoguer avec ceux qui sont dans la légalité. Alors, sur la même question du PDCI et du FPI aujourd'hui, vous avez un interlocuteur qui a deux têtes. Vous reconnaissez une tête. Qu'est-ce que vous faites pour rassurer? Parce que ce qu'on appelle les frondeurs au niveau du FPI, l'aile Abdraman Sangaré, estime que AFI ne représente plus le FPI et une partie du FPI en tout cas ne se reconnaît pas dans les avancées que vous enregistrez. Alors,
C'est un peu gênant. Et pour poursuivre évidemment sur le sens de cette question, Monsieur le ministre d'État, on se dit, vous êtes quand même chargé des questions politiques. Pourquoi vous ne vous êtes pas introduit au cœur du débat du FPI pour tenter une médiation entre les deux parties déchirées? Ce serait une intrusion dans leur débat interne. Mais ils vous reprochent ça déjà. Ils vous reprochent ça déjà en prenant des décisions de justice. Non, écoutez, qui sont... ils m'ont écrit. Oui. Léla Abdraman Sangaré m'a écrit. Oui. Alors qu'au début, elle contestait le cadre du dialogue. Elle refusait le dialogue. Elle demandait de ne pas parler avec nous. Mais il a suffi que M. Abdraman Sangaré soit désigné président ad hoc du FPI pour qu'on reçoive un courrier pour dire désormais, c'est nous sommes prêts à venir dialoguer avec vous. Mais nous disons, nous ne pouvons pas dialoguer avec une structure à plusieurs têtes, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus Abdraman Sangaré, c'est Akoun, et demain, ça sera quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ce n'est pas une perte de temps pour le gouvernement de discuter avec Afin Guissant quand on sait que dans le FPI, bien qu'il soit reconnu comme le président statutaire, il n'a pas la majorité avec lui au sein du FPI, dans la division qui est à l'interne au sein du parti? Je n'en sais pas grand-chose. Ouais. C'est vous qui affirmez qu'il n'a pas la majorité avec lui. Je ne sais pas quel sondage, quel congrès qui établit qu'il n'a pas la majorité avec lui. Moi, je ne peux pas rentrer dans ces logiques. Mais je continue à discuter avec l'aile légale et officielle du FPI, qui est représentée jusqu'à preuve du contraire par M. Afin Guissant. Et dans le jeu de la continuité des engagements pris, je pense que toute personne qui viendra après au nom du FPI sera obligée de continuer avec nous, puisque nous avons des documents écrits dans le jeu, la continuité des engagements. Nous comprenons la cohérence dans le comportement, dans l'attitude du gouvernement, nous comprenons la cohérence. Oui. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été un peu intéressant de renvoyer le FPI dos à dos, Afi et puis Sangaré, aller régler votre problème et trouver un interlocuteur avec qui on va discuter pour faire vraiment avancer les choses? Je ne pense pas que ce soit la voie idoine. Oui. Nous sommes un État de droit, on construit un État de droit. Et ceux qui ont la légalité pour eux, c'est avec eux que nous discutons. Alors, on va terminer très rapidement sur cette question. Vous faites figure de sage dans la politique ivoirienne. Est-ce qu'il vous est venu à l'idée, ne serait-ce qu'en tant qu'individu, en tant qu'expérience politique, de rassembler les deux ailes du FPI? C'est quand même des personnes avec lesquelles vous avez longtemps discuté. Vous n'avez pas un pincement au cœur de voir un parti politique de si haute importance se diviser en son sein, même si ça arrange aujourd'hui l'affaire du RHDP, au-delà? Vous savez, on préfère, je le dis haut et fort, le président Ouattara préfère une opposition structurée et forte en face de lui, plutôt que d'avoir une opposition divisée. Je peux vous dire que je rencontre des membres de l'autre aile, et chez moi, à mon cabinet. Mais ce n'est pas sur le plateau que je vais révéler ce que je fais. On est très bien habitué aux rencontres secrètes dans ce pays. Mais on va terminer sur la question... Pas secrète. Oui, puisque vous ne pouvez pas en parler. Il n'y a rien de secret. Qui sont ceux que vous rencontrez, monsieur le président? Mais j'ai rencontré M. Dano Djidje. Oui. J'ai rencontré M. Hubert Oulaye. Je donne les noms. Okay. Ils viennent me voir, on discute. Malgré la scission on parle de rapprochement. Okay. Comment nous sommes des Ivoiriens. Comment rapprocher le FPI, en fait, c'est ça? Nous sommes avant tout des Ivoiriens. Allez, on va parler maintenant... Et on se parle des relations transversales. Je le disais à l'intro, on est à quelques mois de l'élection présidentielle 2015. L'heure du bilan a sonné et on va juger l'action gouvernementale. On va la commenter avec vous. Et pour ouvrir justement le débat, Monsieur Assalete Emoko, justement sur la question du bilan de la gouvernance de Monsieur Ouattara. Alors la question que je voudrais poser sur cet aspect des choses, c'est que, à l'évidence, le gouvernement Ouattara, en matière de reconstruction physique du pays, a posé un certain nombre d'actes avec la construction des ponts, avec un certain nombre d'infrastructures qui ont été réhabilitées. Mais il y a un taux de croissance qui frôle les deux chiffres. Mais en termes de développement humain, est-ce que M. le Premier ministre peut nous dire où ils en sont avec les histoires de chômage, les questions de lutte contre la pauvreté, avec un taux de pauvreté qui avoisine aujourd'hui 50% de la population ivoirienne? Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas un échec au niveau de la gouvernance de M. Ouattara? Non, je dis non. Je dis non. Regardez d'où on est parti. Depuis le coup d'État de 1999,
la Côte d'Ivoire n'a fait que chuter. Quand le président Ouattara arrivait, le taux de croissance était négatif. On était à moins 4%. Et aujourd'hui, comme vous le dites si bien, on frôle les 10%. Il a fallu travailler. J'entends les gens dire que la croissance, on ne se nourrit pas de la croissance. Mais je dis et j'affirme que grâce à la croissance, on peut manger, on peut se nourrir. Vous parlez de développement humain, le taux de chômage, la lutte contre la pauvreté. Si vous observez le monde entier, la question du chômage est devenue un problème mondial. En Europe, dans les grands pays développés, a fortiori chez nous ici. Ça fait bientôt 15 ans. Qu'est-ce qu'on a donné comme modèle aux jeunes Ivoiriens? Tout le monde s'est éloigné du travail. On ne travaille plus dans ce pays. On préfère les échelles courtes pour s'enrichir et la vie facile. Oui, le gouvernement crée les conditions. Le rôle d'un pays, d'un gouvernement, c'est de créer les conditions pour trouver de l'emploi. Le secteur agricole, dernièrement avec le Sahara, a montré qu'il y avait des possibilités de créer plus d'1 million d'emplois avec la mécanisation, mais que les jeunes Ivoiriens s'organisent et le gouvernement les accompagne. Justement, Monsieur le Premier ministre, sur ces questions, je voudrais encore rebondir. Au niveau de la création d'emplois, oui. Le président Ouattara, enfin le candidat Ouattara avait promis 1 million d'emplois en 5 ans. Oui. Il y a 2 ans, au cours d'une interview à la télévision publique ivoirienne, il a dit que les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir sont telles qu'il ne pourra pas réaliser cet objectif. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, le même gouvernement qui dit qu'il ne pouvait pas atteindre cet objectif donne des chiffres qui sont parfois surréalistes. Tantôt on dit qu'on a créé 1 million d'emplois dans le secteur informel. Le président lui-même au Sahara a dit qu'on a créé 656 000 emplois dans le secteur agricole, alors que concrètement, rien ne permet de justifier ces chiffres-là. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? Comment est-ce que j'explique cette situation? Oui. Le candidat Ouattara a eu sa vision, il a fait partager sa vision. Mais entre la vision et la réalité, il y a un gap. Mais dans la réalité, aujourd'hui, je vous dis, le secteur de l'agriculture, je peux être formel là-dessus, il y a plus de 650 000 emplois créés dans le secteur de l'agriculture. Quant au secteur informel, faudrait-il encore recenser tout le monde? Les petits métiers qui sont créés au quotidien. Mais comment le gouvernement évalue ça? Puisque vous avez vu qu'on a passé commande auprès de l'INS de recenser tous les employés du secteur informel, tous les emplois créés dans tout ce secteur. Ce travail est en cours de réalisation. Je pense que c'est à partir des résultats réels qu'on pourra présenter à la nation. Et en ce moment, votre question sera opportune à être posée. Alors, sur la question, évidemment, du bilan de la gouvernance de Ouattara, Akouaba Sinclair, évidemment, une question. Oui. Non, moi, c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais est-ce que, véritablement, pour traiter de la question du chômage, de l'emploi, est-ce qu'on peut inverser la tendance? Parce que vos détracteurs disent qu'avec un système présidé par un champion du libéralisme comme le président Ouattara, il y a trop de libertés qui sont dans nos entreprises et très peu d'initiatives qui sont prises pour contraindre les entreprises à employer. Est-ce que le libéralisme, même dans sa forme actuelle, n'est pas un souci, un frein? Quel pays du monde actuellement qui ne fait pas du libéralisme? Même la Chine fait du libéralisme. Le libéralisme est la doctrine économique et sociale qui a emporté sur le socialisme. Les socialistes, même les plus aguerris aujourd'hui, sont devenus les libéraux, les champions du libéralisme. On parle de liberté laissée aux entrepreneurs de créer. Mais regardons le monde. C'est les grosses entreprises qui aujourd'hui gouvernent le monde. Il y a un gouvernement du capital financier, cela a été dénoncé plusieurs fois. C'est les grandes firmes qui gouvernent le monde. De plus en plus, les gouvernements nationaux sont essentiellement confinés dans les rôles régaliens. C'est pour vous dire que l'économie, réellement, est aujourd'hui, avec la mondialisation, elle plane au-dessus de tous les pays. Je reviens à la Côte d'Ivoire. Notre champion, le président Ouattara, est adepte du libéralisme. Le libéralisme suppose une nouvelle citoyenneté, c'est-à-dire les individus eux-mêmes qui changent de mentalité, qui se reconvertissent et qui se prennent en charge au lieu de faire l'assistance tout le temps.
Mais regardez chaque jour M. Akwaba Sinclair ou M. Assalé, le nombre de personnes qui défilent chez vous, qui veulent que vous leur donnez 1000 francs ou 10 000 francs. Nous sommes dans une assistance éternelle, quasiment. Alors que les citoyens ivoiriens s'y reconvertissent au travail. Alors, monsieur le ministre d'État, les Ivoiriens quand même veulent savoir, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses faites par monsieur Alassane Ouattara, que vous appelez nommément d'ailleurs notre champion, j'aime bien l'expression, ça prouve que vous êtes déjà en campagne, a promis le déblocage des salaires depuis la fin du mois de janvier 2015, et nous sommes justement pratiquement au mois de mai 2015 et aucune de ces promesses n'a été tenue. Il a promis 5 universités sur le plan de l'éducation et de l'enseignement supérieur. On n'a pratiquement pas construit une seule université en 5 ans. Et là, c'est quand même des images fortes d'un signal où M. Ouattara n'a pas réellement réussi en fait. Mais dire qu'il n'a pas réussi, c'est trop dire. Hein. Je pense que vous êtes trop impératif dans vos affirmations. Bon, impératif, c'est que M. Ouattara a promis des blocages de salaire depuis le mois de janvier. Le processus, excusez-moi, le processus est en cours. Le processus est en cours. Mais avec les militaires, quand les militaires ont fait grève, quand l'armée a butiné... Ce n'est pas le bon exemple que vous donnez. Mais je vous dis que ce n'est pas le bon exemple. Quand ils ont opposé l'ultimatum à M. Ouattara, c'est pas le bon exemple. Énergiquement et financièrement la Côte d'Ivoire a fait l'expérience de la violence. Ici, ce n'est pas le bon exemple. Oui, mais... Donnez-nous des exemples républicains. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le processus de déblocage des salaires est en cours. Cela va être fait avec le rappel. La semaine dernière, j'annonçais que le financement des partis politiques était obtenu. Mais il a fallu toute une semaine pour mettre en place ce mécanisme. Pour combien de partis? Pour une vingtaine de partis. Ce n'est que vendredi. On reviendra sur la question. Ce n'est que vendredi dernier qu'on a commencé à distribuer les chèques. On reviendra et tout le monde n'est pas encore servi. C'est pour vous dire que vous allez un peu loin. L'engagement, non, je vais loin. Oui, mais ça fait 4 mois. Je vous donne un exemple. 4 mois, mais le mécanisme est en cours. Les salaires sont débloqués secteur par secteur. Vous pouvez les vérifier. Vérifier, cela est en cours. Et vous faites partie du gouvernement ivoirien. Vous pensez que les fonctionnaires ivoiriens, dans quelle période... Ils auront leur argent fin mai. Okay. Nous prenons acte, mesdames et messieurs, ici sur le plateau de Vox Africa, que les fonctionnaires quand ivoiriens... M. Ouattara parle, il réalise. Ça va se savoir. Comme vous parlez des universités, les chantiers sont en cours. Pour construire une université, ce n'est pas un poulailler qu'on construit. Il faut lancer le marché, faire les études. Tout est en cours. Vous verrez, l'université de Bondoukou va pousser. Et c'est seulement le président va aller à Bondoukou pour aller faire... poser la première pierre de l'université de Bondoukou. Vous allez voir cela, l'université de Mans et celle de San Pedro. Oui. Sur la question justement des universités, c'est vrai, M. Ouattara a promis la construction de 5 universités en 5 ans. Et comme il vient de le dire, pour le moment, on n'en a pas vu une seule. Mais sur la question même de la réhabilitation des universités, il y a un gros problème. Je suppose aujourd'hui, les étudiants sont dans les rues, les professeurs sont mécontents parce qu'on a englouti 116 milliards dans ces réhabilitations, mais les faits sont tels qu'aujourd'hui, avant même la réhabilitation, il y avait plus de matériel dans ces universités que maintenant après la réhabilitation. Comment vous expliquez cette situation, M. le Premier ministre? Est-ce que vous avez la preuve de toutes vos affirmations? Il n'y a pas 2 semaines, tous les étudiants sont dans les rues, les grèves continuent. Il n'y a pas de stylo, il n'y a pas de micro pour faire les cours dans les amphithéâtres. Quand moi j'étais étudiant, moi-même j'ai acheté mon stylo. En tout cas, on ne m'offrait pas les stylos. Je n'ai pas de micro. De micro pour les enseignants. Je n'ai pas de micro pour les enseignants. Des chaises pour les enseignants. Il n'y a rien dans les universités. Les bibliothèques n'ont pas été équipées. Rien du tout. C'est clair d'être complété sur cette question. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on demande trop en même temps? Mais n'oubliez pas que le chantier est très vaste. Et tout est urgence dans ce pays. On réclame les routes, on réclame l'eau, on réclame l'hôpital, on réclame l'université. Vous m'avez parlé de routes chez vous, non? Oui, bien sûr. Vous produisez 40 000 tonnes de cacao, il n'y a pas de route chez vous. Oui. Mais quelles sont les ressources de la Côte d'Ivoire? Non, pas des ressources exponentielles. Ce n'est pas élastique. Non, des ressources bien contenues. Alors, on recourt au marché financier pour réaliser les projets. Pour revenir à l'université dont vous parlez, on a réhabilité physiquement l'université. On est en train d'équiper. Sinon, on a équipé. Moi, j'ai vérifié des salles équipées. Des profs arrivent. Certaines personnes estiment que tel matériel
ne convient pas à ce qu'il faut, qu'on aurait dû prendre tel autre matériel. Ces problèmes existent un peu partout. Monsieur le Premier ministre, je vous donne un exemple précis. On a fait un article dessus il y a à peine une semaine. L'UFR de pharmacie, ça fait 2 ans que les laboratoires ne sont pas équipés, que les étudiants ne peuvent pas passer leur examen parce qu'ils ne peuvent pas faire d'expérience. Alors que 116 milliards ont été dépensés pour effectivement ces laboratoires. 153 milliards 153 de milliards. francs, plus exactement, Tombez d'accord sur les chiffres. ont été engloutis Voilà. pour la réhabilitation Voilà. de 153 ou l'université. 116. Mais 153 milliards 153 exactement. milliards, Mais, comme je l'ai dit, monsieur y a le Premier ministre, on les a reçus sur ce plateau, ces étudiants-là. Ils se plaignent que depuis 9 mois, la faculté de pharmacie de Côte d'Ivoire ne dispose d'aucun matériel, pas même d'une pipette pour faire ne serait-ce que la plus petite expérience ou une aiguille pour pouvoir piquer. Dans acte, je prends acte de votre constat. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on va le faire. Il faut qu'on forme les gens. Ça va se faire, ils seront formés. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un audit pour vérifier qu'est-ce qui a été fait avec tout cet argent? Puisqu'on dit qu'on a réhabilité, qu'on n'avait plus rien à envier aux universités européennes. Il y a une inspection d'État, il y a une inspection des finances. Je crois qu'il faut renvoyer la question à l'inspecteur général. En tout cas, peut-être ça me donne l'occasion de parler maintenant de l'appel de Daoukro. Est-ce que justement, pour l'élection de 2015, vous allez rectifier les promesses de campagne de M. Ouattara, puisque beaucoup de promesses ont été faites en 2010, peu ont été réalisées, même si de grandes infrastructures ont été faites. On va parler de ce discours de campagne de M. Ouattara. Est-ce que vous allez laisser son comité de campagne piloter tout ça, ou est-ce que le PDCI va s'impliquer notamment dans le cadre de ces promesses électorales? Ça nous donne le temps de marquer la pause, et juste après, nous revenons décortiquer avec M. le Premier ministre l'actualité, notamment l'appel de Daoukro. A tout de suite. La team. Bienvenue dans votre nouveau programme sur Vox Africa. Il raconte quoi celui-là? C'est ça, on peut le virer s'il vous plaît. Comme vous le savez, mon sac, il est magique. Il crée des choses, mais vraiment extraordinaires. Tu n'as pas arrêté, tu étais dedans. Il était dedans. Moi, je danse. C'est un moment de solitude. De solitude extrême. Il était soigné, mais vraiment. Tout ce n'est pour briller. On a fini par y arriver. Notre heure de gloire a sonné. Champion d'Afrique. Découvrez la nouvelle émission jeunesse de Vox Africa, La Team, présentée par Sheden et ses chroniqueurs. C'est tous les samedis à 15h30 GMT sur Vox Africa. Retour dans la deuxième et dernière partie de notre émission. Nous recevons Monsieur le ministre d'État auprès du président de la République de Côte d'Ivoire, chargé des questions de politique, Monsieur Jano Ahoussou Kouadio, qui fut, je le rappelle, à toute fin utile, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Après avoir évoqué le bilan de l'action gouvernementale, nous allons maintenant parler de cet appel qui continue encore de faire des vagues et qui fait encore parler de lui, notamment cet appel prononcé par le président Henri Konan Bédié le 17 septembre 2014 à Daoukro, ce que l'on a appelé ce fameux appel de Daoukro. Alors, l'appel de Daoukro et ses vagues. Première question, monsieur Aniaba. Pourquoi je vous appelle Aniaba? J'ai tellement aimé cet acteur. Mais parlons plutôt avec monsieur Akwaba Sinclair de l'appel de Daoukro. Alors, l'appel de Daoukro, vous êtes l'un de ceux vraiment qui vantent ses mérites. Au cours d'un récent meeting, vous avez parlé des 10 raisons de soutenir l'appel de Daoukro. Pouvez-vous vraiment nous dire que cet appel-là est vraiment là pour sauver la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous y croyez fortement? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut aller un peu dans le temps. Nous étions dans un consensus. Le consensus, pendant 30 ans, a permis au président Houphouët de gérer la Côte d'Ivoire calmement et paisiblement, de mettre en place les infrastructures que nous voyons, de permettre aux jeunes Ivoiriens d'être éduqués, d'aller dans les grandes universités, d'être formés. Et puis, en 90, il y a eu la rupture politique.
on a institué le multipartisme et nous gérons encore les conséquences du multipartisme mal compris par les Ivoiriens, qui s'est transformé en coup d'État, en rébellion. Et avec ce que nous avons vu, parce que le mandat constitutionnel de M. Gbagbo avait expiré en 2005, on est resté dans une situation de hors-la-loi de 2005 jusqu'en 2010 pour que nous revenions à des élections. Il a fallu fondamentalement que toute la famille oufouettiste se retrouve. Nous sommes retrouvés en novembre 2010 à Yamoussoukro dans un consensus pour dire que nous allons ensemble. Il a fallu avoir ce programme commun de gouvernement pour qu'au bout des 4 ans que le gouvernement actuel avec le président Ouattara, nous connaissons la situation que nous vivons aujourd'hui. Au point de vue sécuritaire, aujourd'hui, on ne parle plus d'escadron de la mort. Tout le monde dort tranquille. Au point de vue sécuritaire, nous sommes aux normes internationales, selon les critères des Nations Unies et même les critères des grands pays développés. On était à 4,4%, aujourd'hui on est à 1,2% en termes de normes sécuritaires, c'est le norme international. Au point de vue développement économique, je crois que c'est un chanteur qui dit, même les aveugles voient ce qui est en train d'être fait. Nguès bon sens. Nguès bon sens. On voit le pays refleurir et le dernier salon, le Sahara, atteste que depuis 15 ans, il n'y a plus de salon de l'agriculture ici. On est revenu à cela. On voit des signaux très forts. La Côte d'Ivoire... la Côte d'Ivoire is back, comme le disent certaines personnes. Une bonne nouvelle, évidemment, aussi pour le gouvernement. Oui. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny a eu la certification des vols directs sur les États-Unis. Et les acquis dans le Doing Business, dans le Millennium Challenge, tous ces critères internationaux, on répond à cela. Le tribunal du commerce d'Abidjan, aujourd'hui, rassure les opérateurs économiques. Le guichet unique du CPC permet en 48 heures de constituer une société. Le chapelet de vos réussites était très long, mais permettez-moi, ça me permet de dire que... Vous avez dit vous avez parlé de 10 bonnes raisons, exactement. Oui, mais il y en a tellement, oui, parce que là, on est en train d'aller au-delà de 10 et je m'étonnais... Il y en a tellement, j'avais résumé, c'était inconcentré. Donc, le président Bédié, dans sa sagesse, a compris que l'essentiel, c'était l'entente. La politique, fondamentalement, est faite pour rassembler et non pour diviser. Et c'est ensemble, dans le rassemblement, ensemble que nous allons loin. Seul, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Ok, maintenant, on va quitter les questions politiques. Je n'ai pas fini. Non, monsieur non, je n'ai pas fini. Nous sommes obligés. Donc, l'appel est d'Aoukro, vous êtes obligé. Moi aussi, je suis obligé de répondre. L'appel est d'Aoukro, pour moi, ressemble à l'appel du président Houphouët-Boigny en 1951, quand il parlait de désapparentement avec le Parti communiste, pour dire revenons avec la droite et mettons-nous ensemble ici. Il a appelé tous les partis politiques pour se mettre ensemble pour construire la Côte d'Ivoire. Cet appel a été réitéré en 1958, c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire. Nous sommes à peu près dans la même situation et je crois en l'appel d'Aoukro. C'est pour l'avenir, c'est pour demain. M. Bédié a 81 ans, je pense qu'il travaille pour la postérité. Allons maintenant avec M. Assayas. Oui, je voudrais rebondir sur cette question de l'appel de Daoukro. Monsieur le Premier ministre a peint un tableau particulièrement reluisant des résultats du gouvernement Ouattara. Mais l'appel de Daoukro me pose un problème par rapport au PDCI. On se souvient qu'au 12e congrès du PDCI, une résolution ferme avait été prise pour dire que le PDCI devrait présenter un candidat militant actif du PDCI à l'élection de 2015. C'était à un congrès ordinaire du PDCI. Et puis, quelques temps après, sans qu'il y ait eu un autre congrès, M. Bédié lance son appel de Daoukro, sans qu'on ne sache quelles sont les garanties que le RDR, le parti au pouvoir, lui a données avant de faire cet appel. Aujourd'hui, on refait au niveau du PDCI un congrès extraordinaire pour révoquer la résolution qui demandait qu'il y ait un candidat. Et il n'y a plus de candidat pour le PDCI. Vous dites appel de Daoukro,
ressemble à l'appel de M. Houphouët-Boigny en 1951, mais est-ce que dans les faits, ce n'est pas le parti, institution PDCI qui a fait l'appel? Est-ce que la base du PDCI conçoit que le PDCI n'est pas de candidat en 2015? Est-ce que cet appel n'est pas resté à Abidjan et non pas dans les bases dans la zone rurale? Moi, je suis un militant à la base du PDCI RDA. Je vous dis que la base du PDCI RDA est d'accord avec M. Bédier, parce qu'avant le congrès extraordinaire, il y a eu des consultations à la base. On a recueilli les avis. Il ne faut pas voir les individus. Le pays a trop souffert de nos divisions. Le pays a trop souffert de nos ambitions. Et comme je le dis, méfions-nous de ceux qui s'improvisent candidats. Méfions-nous. Je préfère ce que je connais plutôt que d'aller dans l'inconnu. L'aventure, je ne veux pas d'aventure. Oui, mais... On connaît M. Ouattara, on connaît sa capacité. Je ne veux plus aller dans l'aventure. On est allé à l'aventure ici en 2000. Nous avons tous pleuré ici. Moi, j'ai fait l'hôtel du Golfe. Je sais ce que ça veut dire. Je suis resté 5 mois confiné. Et ceux qui n'ont pas vécu cela, ils ne savent pas ce que c'est. On connaît M. Ouattara, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Il peut être corrigé, on peut l'accompagner pour qu'il s'améliore. Il peut s'améliorer. Mais je dis l'inconnu, les aventuriers, on ne doit plus suivre d'aventuriers. Monsieur le Premier ministre, je le dis sans soulever une polémique, moi je pose le problème du respect des principes dans une institution. Mais c'est les règles du PDCI, les statuts du PDCI permettent de faire ce que nous avions fait. Oui. On va avoir problème. Monsieur Assalé, on va peut-être aller élever un tout petit peu le débat parce que, évidemment, l'enjeu, je veux dire, aujourd'hui, on le sait, il est de l'autorité publique que le PDCI accompagnera le candidat Alassane Ouattara au titre du RHDP. Maintenant, ce qui est très important dans cet appel de Daoukro, c'est cette alternance 2020, justement, à qui reviendra 2020, justement. Puisque dans un de ses propos, M. Ouattara disait, et je le cite, c'est les meilleurs qui me succéderont. Les meilleurs sont au PDCI. Alors, je vous dis que les meilleurs sont au PDCI. À quoi va Sinclair, une question sur l'alternance 2020 PDCI RDR au sein du RHDP et puis de ce parti unifié vers lequel tout le monde a tendance à aller. À quoi bas? Je dis que les meilleurs sont au PDCI. Mais je n'ai pas encore posé la question. Ouattara est du PDCI, c'est parce qu'il était. Il a affirmé à Bonois qu'il est du PDCI. C'est pour ça qu'il est bon. C'est pour ça qu'il est meilleur. Monsieur le Premier ministre, est-ce que la question de l'alternance maltraitée ne risque pas vraiment de mettre à mal cet appel de Daoukro? Attendons 2020. Est-ce que vous n'avez pas peur? Attendons 2020. Vous êtes sûr de vous? J'ai dit que je suis sûr. Je fais confiance au président Bédier, je fais confiance au président Ouattara, je fais confiance aux militants du RHDP qui sont des oufouettistes. À tout moment, nous savons privilégier l'intérêt général, l'intérêt de la nation au-dessus de nos petits intérêts. Monsieur le Premier ministre, les faits sont têtus. Vous dites que les meilleurs se trouvent au PDCI. Moi, j'ai posé tout à l'heure la question, quelles sont les garanties que le PDCI a obtenu avant de lancer son appel? On a vu le RDF faire son congrès extraordinaire récemment pour désigner son candidat. On a espéré qu'un mot soit dit sur l'alternance en 2020. Aucun mot n'a été dit sur la question. On a dit, le président Bédier lui-même sur RFI récemment, dit « J'ai la parole du président Ouattara, j'ai la parole du MFA, j'ai la parole de l'UDPCI, qu'en 2020, c'est le PDCI qui reviendra au pouvoir. » Mais quand on interroge M. Ouattara lui-même, il dit « C'est le meilleur qui me succédera. » Le meilleur au PDCI. Au RDR, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord sur cette question. Et vous dites le PDCI. Vous êtes sûr que le RDR n'est pas d'accord? Mais, monsieur le Premier ministre. Écoutez-moi, écoutez le silence de ceux qui ne parlent pas. Même ceux qui sont RDR qui ne parlent pas, écoutez leur silence. Le silence est bruissant de parole? Le silence est bruissant de parole. Le vrai silence. Le vrai silence. Écoutez, comment vous vous positionnez vous, par rapport à 2020? Le 25 avril. Écoutez son discours. Vous êtes candidat en 2020? Écoutez son discours. Vous avez dit que vous espérez. Est-ce que vous êtes candidat en 2020? 2020, que Dieu me donne la vie et la santé. Mais je voulais dire que je suis un militant de petites conditions. On verra. Mais qu'est-ce qu'il coûtait au RDR? Vous ne répondez pas à la question. J'ai dit, je suis un militant de petites conditions. Est-ce que vous avez des ambitions? J'ai dit, je suis un militant de petites conditions. Est-ce que vous avez des ambitions pour 2020? Un militant de petites conditions, on verra. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il coûtait au RDR, à son congrès extraordinaire, d'écrire une seule phrase pour dire en 2020,
le pouvoir revient au PDCI. Vous aurez pu écrire. On l'a écrit. Pour le RDR, peut-être vous allez le lire. Hein. Ouais. Donc vous n'avez aujourd'hui rien comme garantie pour dire qu'en 2020, le pouvoir reviendra au PDCI. Alors on a un problème, monsieur le Premier ministre. Excusez-moi, même si on écrit tout cela, et puis on est assis là, les bras cassés, parce qu'on dit que ça va nous revenir. Vous croyez que ça va nous venir? Il faut qu'on travaille. Que le PDCI, qu'on se mette au travail, qu'on s'organise, qu'on montre qu'on est le parti garant de la philosophie politique du président Houphouët-Boigny. Quand le PDCI va travailler, qu'on va montrer qu'on est à même de continuer l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, l'œuvre de Bédié, l'œuvre d'Alassane Ouattara, en ce moment, on prendra le pouvoir, il n'y aura même pas de débat. Le PDCI doit se mettre au travail. J'en appelle à ce qu'on rentre partout, qu'on organise le parti, qu'on aille dans la dynamique de la conquête. On a beau te donner un diplôme, quand tu n'as pas le contenu dans ta tête, tu travailles mal avec ce diplôme. Le PDCI doit mériter. Tout pouvoir se mérite. Nous irons à la conquête de ce pouvoir. Et le PDCI sera au pouvoir en 2020. Je peux vous le dire. Ceux qui ne pensent pas comme vous avez eu récemment des propos très durs. Vous avez parlé, parlant des irréductibles, vous avez dit que ce sont des sorciers. J'ai dit que ce sont des sorciers. Est-ce que vous avez vu mon discours? J'ai dit et je le répète que le petit colibri que je suis, puisque j'ai vu on m'a traité de colibri, le petit colibri voulait dire d'arrêter la politique de l'autruche. Parce que c'est quoi? Le PDC est un parti structuré. Et nombreux sont ceux qui avaient des ambitions d'être candidats. Dès lors que le Congrès extraordinaire a statué, tout bon militant discipliné, il s'aligne. Au début, lorsqu'on parlait d'appel de Daoukro, nombreux étaient ceux qui ne comprenaient pas. Mais au fur et à mesure, ils ont rallié les rangs. Je demande à nos frères qui ont servi la Côte d'Ivoire, je reconnais leurs états de service, il ferait mieux d'apporter cette expérience pour faire grandir la Côte d'Ivoire que d'aller faire des alliances contre nature. Juste une chose. Sur les réponses du Premier ministre, je reste dubitatif. Quand on fait un retour en arrière par rapport aux élections législatives régionales et municipales, dans le cadre du RHDP, on a vu avec quelle hargne le RDR s'est battu pour avoir la majorité au Parlement. Par rapport à l'appel de Daoukro, par rapport à ce parti unifié que vous voulez créer, il y a un gros enjeu qui est devant, il y a l'Assemblée nationale. Quand l'élection présidentielle 2015 sera terminée et si M. Ouattara est réélu, est-ce que vous ne pensez pas que le RDR se battra encore pour avoir le Parlement et le PDCI sera réduit à la poste au Congrès? Je voulais vous dire, dans le temps, il faut avoir la bonne information. J'étais de ceux qui voulaient à l'époque qu'on aille aux législatives à RHDP. Nous avons travaillé avec nos frères du RDR, du MFA, pour un partage équitable. Quand vous étiez au Golfe? Oui, non, après qu'on soit sorti du Golfe, on était en 2011. Et je voudrais qu'on ait J'avais voulu, c'était mon souhait. Et le président Bédié était d'accord, le président Ouattara était d'accord. Mais c'est des éléments, des militants du PDCI qui ont dit non, nous ne voulons pas, allons-y en rang séparé. Mais on a pris la raclée. J'ai fait une interview pour dire que le PDCI était devenu rabougri de par la faute de certains militants qui ne savent pas faire de la politique. Parce que la politique, c'est un jeu de concession. La politique, c'est du charme. Il faut charmer. Celui qui ne sait pas charmer ne peut pas faire de la politique. Alors, on a perdu. Et c'est tout cela, c'est les conséquences qui ont été répercutées au municipal et au régional. Alors que si, dès le départ, l'accord qu'on avait obtenu du RDR, du président Bédié et du président Ouattara, si on n'avait pas désobéi à ces deux présidents, on ne serait pas allé à l'aventure. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que dans la répartition des financements des partis politiques, le nombre de députés du PDCI fait qu'on a une portion qui n'est pas... On va parler tout de suite. Est-ce que vous avez tiré les leçons? Messieurs, on va... L'appel de Daoukro est la suite des leçons qu'on tire de ce désaccord. Mais est-ce que le RHDP n'est pas affaibli aujourd'hui avec le cas Nachi qui a un parti qui est Anaki reviendra. Et pour vous prendre un mot, Anaki reviendra. Vous disiez que M. Afin Guissant représente la partie légale du FPI. M. Anachi aussi, au niveau du MFA, représente la partie légale. Pourquoi est-ce que dans le cas du MFA, le gouvernement soutient en quelque sorte vous avez vu le gouvernement soutenir? Le RHDP est allé... Vous confondez tout. Monsieur le Premier ministre.
vous confondez parti politique et gouvernement. Je ne confonds pas. Non, mais est-ce que vous avez vu le gouvernement soutenu? On va laisser le Premier ministre. Je vais terminer ma question. Oui. Vous avez vu le gouvernement soutenu? RHDP... Vous avez vu un décret ou bien une déclaration du gouvernement du porte-parole? Le RHDP est avec Anachi Kobena. Des dissidents organisent un congrès. Oui. Ils ont la protection de la force publique. Le PDCI, le RDR, l'UDPCI sont représentés à ce congrès des dissidents. Le président statutaire du parti est hors du pays. Est-ce que ce n'est pas un mauvais signe que vous envoyez à la partie légale qui est représentée par Anachi Kobena aujourd'hui? Vous avez entendu le PDCI prendre la parole? Si vous m'invitez à une cérémonie, moi j'y vais, mais je ne prends pas la parole. Quand on va à un congrès, le parti qui va à ce congrès prend la parole. Monsieur le Premier ministre, quel est votre avis justement sur le cas Anaki, sur les positions je ne souhaiterais pas me mêler des affaires du MFA. Oui, moi je traite... Non, sa position personnelle par rapport à l'appel de Daoukro, sa position personnelle par rapport à l'appel de Daoukro. Sa position personnelle, je ne la connais pas. Je ne pense pas qu'il ait donné une position officielle. On va parler de on va parler de réconciliation nationale, notamment avec cette peine, ces sanctions qui ont été lourdes, soit dit en passant, jugées par la presse, à l'encontre des pro-Gbagbo. Quel est votre avis sur ces peines prononcée par la justice ivoirienne, puisque vous-même, vous avez été garde des Sceaux et ministre de la Justice en Côte d'Ivoire? Je vous en supplie, dispensez-moi de porter un jugement de valeur sur des décisions de justice. Le code pénal est-ce que ce n'est pas pour quand même jeter l'huile sur le feu pendant qu'on parle de réconciliation nationale? Mais je pense que justice et réconciliation ne sont pas antinomiques. Les deux peuvent cohabiter. C'est une question sur ce sujet-là. Monsieur le Premier ministre, vous avez été ministre de la Justice. Je pense que, comme je le disais en début d'émission, que c'est sous votre administration que certaines mesures ont été prises contre les pro-Gbagbo, que le président Gbagbo même a été transféré à La Haye. Aujourd'hui, le gouvernement semble avoir changé de cap. Est-ce que, du coup, vous vous êtes rendu compte que vous êtes allé un peu trop fort, trop loin? Puisque M. Ouattara, même pour continuer dans le débat, a dit récemment à Bobo Anyama que plus personne ne sera envoyé à la CPI, même si la CPI l'exigeait à corps et à cri. Comprenez, nous étions en 2011, on sort du Golfe. Un contexte particulier. Oui, de l'hôtel du Golfe. J'avais sous mes mains 12 magistrats. Ni police, ni gendarmerie. Les militants, les miliciens du FPI, des miliciens étaient dans la rue. On a arrêté toutes ces personnes. Il fallait que justice soit faite, qu'on mette de l'ordre. Et la justice a mis de l'ordre. Une question sur cette question, sur cette question de justice. Maintenant, transférer M. Gbagbo, la CPI, mais je crois que M. Gbagbo avait été le premier à avoir écrit à la CPI dès 2003 pour demander la compétence de la CPI ici en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a introduit la CPI dans l'espace judiciaire de la Côte d'Ivoire. Et ça continue, comme on dit chez nous. Lorsque vous tracez un mauvais chemin, ce chemin vous rattrape. Moi, j'aime bien prendre au mot les dirigeants de ce pays. M. Ouattara, lorsqu'il a été élu, à plusieurs reprises, a déclaré que si la CPI réclamait quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis des crimes en Côte d'Ivoire, quel que soit le camp auquel il appartient, la CPI, il transférerait cette personne à la CPI. Lui-même a mis en place une commission nationale d'enquête dont les résultats ont été livrés publiquement en Côte d'Ivoire et qui a reconnu que les deux camps ont commis des torts et que dans les deux camps, des crimes massifs ont été commis. Pourquoi est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est presque à la fin du mandat de M. Ouattara, il n'y a qu'un seul camp qui est poursuivi et l'autre camp n'est pas entendu? On nous dit que les enquêtes sont en cours, mais ça fait 4 ans que les enquêtes sont en cours pendant qu'on a déjà jugé l'autre parti. Y a-t-il pas deux poids, deux mesures à ce niveau? En tout cas, Monsieur le Premier ministre, les Ivoiriens veulent savoir pourquoi depuis 4 ans, il n'y a que le camp pro-Gbagbo qui est jugé. Et pour l'instant, on n'a vu aucun pro-Ouattara à la justice ivoirienne. J'aurais voulu que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, soit là pour répondre techniquement. Vous avez été garde des Sceaux, donc c'est des questions évidemment techniques que vous maîtrisez. Non, je vais répondre politiquement. Oui. Une justice, comme toute institution, a une capacité opérationnelle. Je connais un peu la justice ivoirienne. Vous la connaissez beaucoup, autant dire. Oui, la capacité opérationnelle de enquêter,
de faire des jugements, des assises, est très limité. On n'a pas plus de 1000 magistrats en Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez le volume, le rapport dont vous parlez, le rapport de la Commission nationale d'enquête, quand vous voyez le volume des dossiers qu'il y a, il faut aller séquence par séquence. La justice est lente, mais elle va jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout. Quand M. Ouattara affirme que tous ceux qui ont commis des crimes seront jugés, ça peut être peut-être même à la fin de ces 10 ans de mandat. C'est-à-dire que les dossiers sont là, c'est imprescriptible. Ne perdons pas cela de vue. On voit aujourd'hui en Europe tous ceux qui ont commis des crimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, on continue à les poursuivre. Donc ça peut être, même après M. Ouattara. C'est pour dire, attention, on met fin à l'impunité. Quand vous posez un acte, attendez-vous à être poursuivi. Ne cherchez pas à voir uniquement le spectacle des audiences, des gens qu'on prend, qu'on juge. Juste, non. C'est tout un processus. Il y a plus de 700 personnes qui sont incriminées dans le rapport de la Commission nationale d'enquête. Tout à fait. Et donc dites-vous que ça ira à son rythme et ça ira à son terme. Et les affirmations de M. Ouattara sont positives. Quand il le dit, c'est pour mettre en garde, pour dire attention, tous ceux qui sont impliqués, vous serez poursuivis. Faut-il attendre ces jugements à l'horizon 2020, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Pourquoi pas? On va terminer l'émission sur une question sensible, notamment la question du financement des partis politiques. Hein. Le temps que vous êtes imparti tire à sa fin. Et cette question, vous en êtes le maître d'œuvre. Alors, combien toucheront les partis politiques en Côte d'Ivoire? Qui sont ces partis politiques qui auront droit à cette manne financière qui sera dégagée par le gouvernement ivoirien? Il faut poser le problème en deux temps. Il y a la situation des partis qui siègent à l'Assemblée nationale. Ceux-là sont régis par la loi sur le financement des partis politiques. Et il y a la situation exceptionnelle, le financement exceptionnel des partis politiques de l'opposition, ceux qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Et ça a été un arrangement politique pour pouvoir les prendre en compte. N'oublions pas que ce sont les ressources, les impôts des contribuables ivoiriens qui financent ces partis politiques. En fait, c'est une question de dire à l'opposition que nous avons travaillé pour vous, c'est ça? Mais c'est vous qui le dites. Oui, mais je vous laisse la responsabilité d'assumer. Nous avons une enveloppe d'1 milliard de francs CFA. Exceptionnel. Voilà. Une enveloppe d'1 milliard de francs CFA a été mise à la disposition de ces partis par le gouvernement et répartie. On a tenu quand même compte de certains critères. Élection passée, élection législative, puisque passée, élection présidentielle passée, le FPI a eu 40% de milliards de francs CFA. Le reste, 400 millions 400 millions. Et le reste a été réparti. Mais alors que le FPI demandait 3 milliards. Le FPI, il y a un peu de confusion. Le FPI estime qu'il a droit à des arriérés de financement sur la période 2010-2011, jusqu'à la mise sur pied de l'Assemblée nationale. Cela fait l'objet d'un débat et une solution sera trouvée. On en discute. Donc peut-être la dernière question sur, de l'émission des Salé Tieboko. Non, sur la question du financement des partis politiques, je n'ai pas de questions. Ou de dernières questions personnelles. Il y a une question que je voulais poser, notamment sur la réconciliation nationale. Le président de la CDVR a rendu son rapport final au président de la République. Au départ, on nous avait expliqué que les audiences publiques, les audiences foraines, non pas foraines, les audiences des victimes allaient être retransmises en direct. Les auditions des victimes allaient être retransmises en direct à la télévision. Ça n'a pas été fait. Après, on nous a dit, après on va diffuser à la télévision. Ça n'a pas été fait. On a remis le rapport au président de la République. On dit que ça sera publié. On n'a pas encore ce rapport. On vient de mettre encore une nouvelle structure qui va, d'après les propos du président de la République, continuer à identifier les victimes pour que tout le monde soit pris en compte. Concrètement, cette réconciliation, est-ce qu'on en a voulu
dans ce pays. Et puis, dernière question, d'ailleurs, sur cette même réconciliation, on vous taxe, monsieur le Premier ministre, d'être un peu trop sectaire, de ne résumer que vos actions politiques dans le centre de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites vous-même sur le terrain pour être plus pratique sur le plan de la réconciliation nationale? On ne vous voit pas dans les contrées au sud du pays, on ne vous voit pas à l'ouest du pays, vous êtes au devant de différents Pakinou, mais il n'y a pas que Pakinou aussi, il y a d'autres fêtes, comme la fête des Ignames où on ne vous voit pas pour la réconciliation nationale. J'assume mon identité, d'abord. Okay. Il faut exister quelque part avant d'aller ailleurs. Ça, c'est nos débats. Mon champ d'action, je suis là pour la réconciliation politique, le dialogue avec les partis politiques. La CDVR avait pour mission d'étendre son travail. Je ne pouvais pas aller empiéter sur le travail de la CDVR. Cette mission ne m'a pas été confiée. Moi, je discute avec les partis politiques. Maintenant, si on estime que je me résume à cela, c'est le champ qu'on m'a donné pour cultiver. Je ne peux pas aller en dehors de cela. Maintenant, vous avez posé la question. On a promis les auditions à la télé, à la radio. Cette question, je ne saurais répondre puisque ce n'est pas moi qui ai fait cette promesse. Quant aux résultats de la CDVR qui ont été remis au président de la République, c'est lui qui a pris l'initiative de créer la commission. Il a créé une autre commission avec cette fois-ci un homme religieux à la tête. Attendons de voir le résultat. Mais je voulais vous dire qu'au Rwanda, depuis 1994, les hostilités sont terminées, mais ils sont toujours dans le processus de réconciliation. Donc c'est un lent processus. Et disposons nos cœurs à la réconciliation. La dernière question. S'il vous plaît, laissez-moi. On m'a traité de sectaire, mais mon différent Pakinou, l'année dernière, j'ai invité nos frères du Nord, de Munjali, pour venir partager avec nous. Et cette année, c'était nos frères de l'Ouest. Alors, me traiter de sectaire, je pense que... Une certaine presse, vous sortez comme ça. Presse, mais... Vous savez, hein, on ne peut pas empêcher les écrivains en Côte d'Ivoire de faire ce qu'ils veulent. Si Kakabe et Bani et Siamara se présentaient en 2015, même s'ils ne gagnaient pas, ils tentaient de revenir reconquérir le PDCI en 2020. Qu'ils viennent. Les portes sont ouvertes, on ne boucle jamais la porte au PDCI. S'ils décidaient d'être candidat PDCI, lequel choisirez-vous? Qu'ils viennent. Si en 2020, un des quatre décidait d'être président du PDCI. Un des quatre, mais les autres seront forclos de par la Constitution. Ce serait Kakabe. Voilà. On pourrait modifier aussi les textes pour eux aussi. On peut modifier les textes pour eux. Effectivement. Oui. C'est sur cette note d'humour que nous je voulais un dernier mot, monsieur. Oui, je voulais dire que s'agissant des projets qui sont en cours, notamment, ou bien des travaux qui ne sont pas totalement achevés, tels que la fourniture des équipements dans les universités, écoles publiques. Les procédures sont en cours. Sont en cours. Le président ne peut pas construire des bâtiments sans les équiper, ça n'a pas de sens. Ces universités seront équipées, la bibliothèque sera équipée. Nous demandons un peu de patience. Ce n'est pas facile, c'est une œuvre humaine que le président accomplit. Je demande à ce que nous l'accompagnions. En ce qui concerne l'appel de Daoukro, c'est un appel qui garantit la paix, qui garantit la postérité. Et moi, à ma qualité de militant du PDCI, je lance un appel à tous les membres du RHDP, au grand rassemblement pour la paix. La paix, c'est le seul héritage que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé, que tous les Ivoiriens de tous bords nous retrouvons, et que la réconciliation à l'intérieur du FPI, du MFA, s'efface paisiblement, pour que nous ayons un parti RHDP fort, et puis un parti de gauche, CNRD fort, pour que l'alternance s'efface en ces deux grands blocs, comme on l'a vu au Nigeria. Aujourd'hui au Nigeria, c'est vraiment un bel exemple. Et je souhaite vivement que nous comprenions, que nous taisons nos petites querelles pour que la Côte d'Ivoire ne subisse pas nos ambitions désordonnées. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Premier ministre, avec deux infos essentielles dans cette émission qu'il faudra retenir. Notamment, elle fera plaisir à tous les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. C'est qu'en
fin mai 2015, vos salaires seront enfin débloqués et qu'en 2020, le PDCI reviendra vraiment au pouvoir. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. On vous souhaite bon vent, justement, puisque vous êtes un tout petit peu le garant de cet appel de Daoukro. Merci beaucoup, messieurs. Aquaba Sinclair, d'être venus. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Nouveau Réveil. Et monsieur Assalé Tiemoko, qui n'est pas allé, comme on le connaît, par le dos de la cuillère, qui est le directeur général de B hebdomadaire Éléphant Déchaîné. Merci à toutes et à tous d'être restés en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.